Bonjour chers amis, je vais vous présenter le deuxième épisode des fourmis, je dirais tout des fourmis. Nous avons vu dans le premier épisode la quantité phénoménale de fourmis qu'il y a sur Terre. Alors continuons. Les fourmis sont arrivées sur Terre au Cétacé inférieur, entre 140 et 160 millions d'années. Nous, on est arrivés il y a 2,4 millions d'années. On est des nains. Et tenez-vous bien, la fourmi la plus vieille du monde est française. Elle a été découverte dans un bloc d'ambre en Charente et elle est vieille de 120 millions d'années. Pendant plusieurs millions d'années, les fourmis se sont installées paisiblement sur Terre. Et à la fin du Cétacé au début du Paléocène, la Première Guerre mondiale a éclaté. Comment 14-18. Ah là 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 là. On voit bien là l'immense vanité du genre humain. En 1918, il y avait bien longtemps que d'autres êtres vivants sur Terre avaient eu la malheureuse idée de s'entretuer. Et oui, mon petit monsieur, il y a 60 millions d'années, la Première Guerre mondiale éclata entre les termites et les fourmis. Le termite est arrivé sur Terre au Jurassique, peut-être même avant. Il était donc là bien avant les fourmis, de 40 à 60 millions d'années. Donc ce termite sur Terre, bien avant les fourmis, fut fort mécontent de voir débarquer un nouvel insecte qui a presque les mêmes mœurs que lui. Il est eusocial comme les fourmis, avec quand même de grosses différences. Comment eusocial? Je vous explique. C'est un mode d'organisation chez certains animaux, suivant lequel un même groupe vivant ensemble est divisé en castes d'individus fertiles et non fertiles, et dont le but est de préserver la survie de l'espèce. Regardons d'un petit peu plus près le ptygotermite. C'est un insecte, arthropode, hexapode comme la fourmi, mais après ça se corse. Il est du superordre des dictyoptères, de l'ordre des isoptères, de l'infraclasse des néoptères, de la sous-classe des ptergoptères, de l'ordre des polynéoptères, du sous-ordre des blatoptères, de la superfamille des blatoïdes, de la famille des termitoïdes. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il a une carte de visite de ptygoptère phénoménale. En plus, il est xylophage et il est hétérométabole. Alors, pourquoi cette petite tête de termite a-t-il pris les fourmis en grippe au point de vouloir les exterminer? Faisons une petite comparaison. Dès le démarrage, il y a un écart terrible entre la princesse termite et la princesse fourmi, qui sont toutes deux censées fonder une nouvelle communauté. La princesse termite prend son envol nuptial. Elle n'est pas très douée pour la voltige aérienne. Elle va s'écarter de 100 à 200 mètres de la termitière mère, et ça s'arrête là. Elle se pose et se met à la recherche d'un endroit pour fonder sa prochaine termitière tout en balançant des phéromones pour attirer les mâles. Un mâle arrive, il commence à la suivre, ils perdent leurs ailes tous les deux, ils trouvent une cavité, ils commencent à faire un trou et font leur loge royale. Et ils vont rester ensemble toute leur vie, qui peut durer jusqu'à 40 ans. Exceptionnel pour un insecte. Il peut arriver qu'un célibataire pénètre dans la loge royale et tue le roi. Alors la reine n'hésitera pas à le prendre pour partenaire sexuel, car elle a toujours besoin de sperme, et il deviendra roi et père des enfants de la termitière. La princesse fourmi fait son vol nuptial, et elle peut se poser à plusieurs reprises, et à chaque fois qu'elle se pose, arrivent les princes, et là c'est l'orgie. Elle va s'accoupler avec au moins une cinquantaine de princes. Elle a besoin de tout ça parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a une spermathèque et elle conserve les spermes de tous les mâles qu'elle aura conquis. Ah oui, elle en profite la coquine, hein. C'est une maline. En plus, ces mâles sont tellement épuisés qu'ils en crèvent. Ah, c'est une gourmande, hein, celle-là. Ensuite, elle se pose, elle perd ses ailes et elle se met à chercher un endroit pour pouvoir fonder sa propre fourmilière. Elle va creuser un trou et puis ça va être parti. Quand elle aura fini son trou, elle va se mettre à pondre. Et elle, contrairement
La reine des termites, elle n'a pas besoin de mâle, comme je vous l'ai dit, elle a une spermatèque, c'est-à-dire que si aujourd'hui elle veut faire des petits Jean-Pierre, elle regarde dans sa spermathèque et elle prend le sperme de Jean-Pierre, elle va faire des petits Jean-Pierre. Si le lendemain elle veut faire des petits Christophe, elle prend le sperme de Christophe, elle fera des petits Christophe. Et après elle veut faire des petits Gérard, elle prend le sperme de Gérard, et ainsi de suite, des petits Wally, des petits David, etc., etc. Et durant sa vie entière, qui peut aller plus de 20 ans, elle n'aura plus du tout besoin de mâle. J'ai dit que le termite était xylophage, c'est-à-dire qu'il mange du bois, et d'une manière ou d'une autre, il digère la cellulose et la lignine. Par contre, les fourmis, dans leur grande majorité, sont omnivores. Bon, certaines ont des spécialités culinaires avec une affinité avec la viande ou le sucre, le végétal ou les graines. Mais il faut garder à l'esprit qu'elles mangent de tout. La majorité des termites digèrent la cellulose et la lignine et la transforment en énergie car ils ont dans le tube digestif des protozoaires et des bactéries qui servent à ça. Mais certaines espèces n'ont pas ces petites bêtes dans l'estomac. Alors ces espèces se sont mises à l'agriculture. Ils cultivent sur des meules constituées de débris de bois, de feuilles, d'herbes qu'ils vont chercher dans la nature, des champignons du type Termitomys. Ce champignon, en envahissant de son mycélium les meules, fait comme une prédigestion de la cellulose et de la lignine, et ainsi facilite l'absorption par le termite. Eh bien oui, la fourmi aussi cultive les champignons, et elle les mange. Bon, je dis pas que le termite ne mange pas un petit bout de champignon à l'apéritif. Bon, on va peut-être s'arrêter là-dessus, parce qu'on pourrait en dire des quantités sur ces deux bestioles qui sont quand même exceptionnelles dans le monde des insectes. Par exemple, ils construisent tous les deux des édifices, et le termite est un architecte né. Il y a encore un truc aussi qu'il faut dire, c'est que toutes les fourmis voient clair. Tandis que chez les termites, il y a la reine, le roi et les soldats qui voient clair, les ouvriers ne voient pas clair. En fait, bon, ces deux espèces d'insectes, ils se sont trouvés devant les mêmes défis à relever et les mêmes problèmes à résoudre, et chacun d'entre eux a choisi une stratégie différente. Mais ils sont quand même des insectes extraordinaires. On va arrêter ce deuxième épisode là-dessus. Si vous aimez, n'oubliez pas de cliquer. Si vous avez un commentaire à faire, je le dirai avec plaisir. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt dans un troisième épisode des fourmis, je dirai tout des fourmis.